Non, juste pour dire un mot quand même de remerciement d'abord bien sûr au professeur Bousfiha, mon ami Aziz, à toute son équipe, à la faculté, à l'hôpital et à tous les jeunes et moins jeunes qui sont présents ici. Évidemment, c'est toujours un plaisir, un honneur et beaucoup d'émotions que je reviens ici parmi vous. Et vous m'avez demandé de parler d'un sujet difficile. Un sujet difficile, c'est l'inflammation spécifique, c'est l'inflammation dans la granulomatose septique chronique. Alors juste pour rappeler un tout petit peu qu'on a beaucoup parlé là depuis ce matin, hier également, c'est que c'est très compliqué, les déficits immunitaires, on vient de se poser des questions, comment est-ce qu'on fait un diagnostic de manifestations allergiques, d'intolérance au gluten, de maladies, de lymphome sur un terrain particulier ou pas, et il faut évidemment se poser toutes ces questions-là. Pourquoi? Parce qu'on voit bien sur cette diapositive là que j'ai empruntée à Capucine Picard, à Necker, que tout le monde ici connaît très bien, dans un article récent de l'équipe du laboratoire de Jean-Laurent Casanova et de Laurent Abel, que les déficits immunitaires maintenant c'est vraiment multidimensionnel, avec de l'allergie, de l'auto-immunité, de l'inflammation, de l'auto-inflammation, de la micro-angiopathie, de l'hémophagocytose, de la prolifération tumorale, bénigne, mais aussi maligne, des granulomes, enfin, voilà. Et probablement la liste n'est pas exhaustive sur cette petite diapositive. Donc l'idée c'est de voir si dans la spécificité de la granulomatose septique chronique, de cette maladie que vous connaissez évidemment très bien ici, et donc j'ai repris simplement les éléments principaux du diagnostic, enfin de la physiopathologie du diagnostic ici, dont je repasserai très vite. Je pense que vous avez une maladie héréditaire de la fonction des macrophages et des neutrophiles qui a un défaut de bactéricidie qui est documenté sur le plan diagnostique par la réalisation d'un test classique, le nitrobleu tétrazolium. Vous voyez en haut à gauche, enfin à droite, vous voyez un NBT d'un sujet normal, où en fait, par phagocytose du produit, il y a une réaction colorimétrique qui devient, le rouge devient violet, ce qui est absent sur le panel de droite chez un patient et qui est présent dans la moitié des globules blancs sur le panel en dessous, qui est une femme qui est vectrice. C'est lié à la mutation d'au moins 5 gènes, en général dans l'épidémiologie, disons, occidentale, c'est essentiellement lié à l'X pour plus de 2/3, mais il y a évidemment des formes autosomiques récessives qui sont probablement dans la fréquence et maintenant bien documentées comme étant plus importantes, notamment dans les pays du Maghreb, dans les pays arabes. C'est une pathologie qui est bien connue depuis maintenant, enfin décrite depuis maintenant 1959, et à l'époque c'était décrit comme une maladie granulomateuse de l'enfant qui était fatale. Alors maintenant, heureusement, ce n'est plus aussi grave que cela sur le plan de l'espérance de vie qui était très, très raccourcie, mais ça reste quand même une maladie grave et je vous montrerai quelques éléments. Alors, on utilise, ça a été évoqué ce matin aussi, bien sûr, un test qui est plus sensible. Et maintenant, par exemple, à Necker, on est maintenant passé exclusivement au test DHR 123, qui est un test de cytométrie de flux, qui permet de bien documenter les sujets sains, les sujets vecteurs et les sujets malades. Alors on disait c'est une pathologie de l'enfant. En réalité, l'âge au diagnostic de la granulomatose septique chronique sur une grande série européenne publiée il y a maintenant quelques années de cela, montre bien la distribution qui n'est pas uniquement pédiatrique. Vous voyez que la majorité des patients est diagnostiquée entre 0 et 2 ans et demi, entre 0 et 5 ans, mais il y a quelques patients, évidemment une minorité dans cette série rétrospective, diagnostiqués après l'âge de 10 ans, et parfois même après l'âge de 50 ans chez certains patients. Et pour certains, et on l'a évoqué bien sûr ce matin, ça a été très, très bien présenté par plusieurs d'entre vous. Alors, c'est essentiellement une pathologie infectieuse, avec d'abord des germes catalase positif la plupart du temps, sauf l'actinomycose qui est catalase négatif et qui peut donner dans de rares cas des adénopathies qui
nécessite une exploration par les laboratoires de bactériologie et le laboratoire d'anatomopathologie très particulière, et ça c'est souvent les cliniciens qui poussent le laboratoire à faire ça. Mais il y a aussi donc, des pneumopathies, des abcès divers et variés, hépatiques, ça c'est très évocateur, notamment on fait le diagnostic comme ça hein, de granulomatose septique chronique quasiment au téléphone. Si vous avez un enfant qui a un abcès hépatique ponctionné à Serratia par exemple, ou à Nocardia, évidemment vous n'avez j'exagère un peu, pas besoin de faire le test, le NBT, vous faites le diagnostic, c'est ça, et ce sera confirmé évidemment par le test avec une très forte probabilité. Il y a aussi des infections plus invasives, hein, l'ostéomyélite bactérienne, une septicémie, des méningites, et on a donc différentes localisations possibles, parfois extrêmement graves, comme les spondylodycites. Mais on rebondit du coup sur un commentaire tout à l'heure de Claire Fieschi sur effectivement le risque infectieux et bactérien certes, mais finalement il est essentiellement aspergillaire et c'est celui-là qui a sorti une mauvaise survie. Et vous voyez que globalement il est extrêmement rare qu'un patient n'ait jamais eu au moins une fois une infection aspergillaire, ou en tout cas fongique et essentiellement aspergillaire la plupart du temps, et essentiellement fumigatus, mais pas que, au cours de sa vie, avec donc une courbe de survie sans première exposition à Aspergillus, qui est tout à fait édifiante ici, puisque ça représente 75% des patients. Alors, vous voyez, je vous disais, ça impacte de manière très forte sur la survie. Donc un patient qui n'a jamais fait d'infection fongique invasive, une IFI, aura une survie bien meilleure, significativement bien meilleure qu'un patient qui a fait au moins une infection fongique invasive. Ce sont évidemment des données rétrospectives. Alors je m'arrête là sur le côté infectieux, parce que ce n'était pas le cœur du sujet de la présentation qu'on m'a demandé de faire, mais sur les atteintes inflammatoires. Ça pose un vrai problème diagnostique et de prise en charge thérapeutique. Alors quelles sont-elles ces atteintes inflammatoires? Là aussi elles sont extrêmement variables, diverses, à la fois en termes de localisation, vous voyez la liste est ici, évidemment elle n'est pas exhaustive, j'ai mis ça par ordre de fréquence, la première localisation est de loin la plus fréquente, ça correspond à 2/3 des patients, c'est l'atteinte du tube digestif, ça peut aller de la bouche à l'anus, on l'a vu ce matin également, c'est une atteinte essentiellement quand même de l'intestin, et c'est très proche d'une maladie de Crohn, à la fois dans sa présentation clinique, mais également dans les explorations que l'on fait, c'est-à-dire le bilan en général, l'endoscopie, l'histologie, on va retrouver énormément de similitudes avec une maladie de Crohn. Moins avec une rectocolite ulcéro-hémorragique. Il peut y avoir simplement des aftes récurrents, il peut y avoir des problèmes de dysfonction de motilité, donc des gens qui ont une symptomatologie plutôt fonctionnelle. Mais alors ça c'est intéressant aussi de comprendre qu'il peut y avoir plusieurs poussées aiguës et qui peuvent même se résoudre complètement spontanément sans traitement, et finalement évoluer par des formes chroniques avec des formes sténosantes. Donc, il y a plusieurs patients que j'ai pu voir dans ma pratique clinique en pédiatrie qui se sont présentés avec un tableau de sténose du pylore. Alors pas la sténose du pylore classique du tout petit, du 3 semaines, 1 mois, mais voilà, un jeune garçon, des jeunes garçons qui avaient une symptomatologie absolument typique, qu'on a pu tout à fait traiter. Je vous montrerai quelles sont les possibilités thérapeutiques après. Il peut aussi y avoir des sténoses des intestins, l'intestin grêle, ou même du côlon, s'il y a eu plusieurs poussées sur la même zone, et ça laisse une sorte de cicatrisation. Alors ça c'est le tube digestif, et là vous voyez on peut vraiment avoir des lésions très variables. Mais si vous avez un patient qui a un tableau de Crohn, mais qui a fait des infections tout à fait étonnantes, alors même qu'il n'était pas sous immunosuppresseur, puisqu'il vient chez vous pour faire un diagnostic de maladie digestive, l'anamnèse, l'arbre généalogique, si c'est très évocateur d'un déficit immunitaire, il faut absolument faire les explorations pour éliminer une granulomatose septique chronique. En dehors du tube digestif, l'arbre urogénital, donc des reins jusqu'à l'urètre, et même jusqu'au
jusqu'au prépuce, peut être le siège d'une inflammation aiguë et ou chronique. Alors une sténose urétérale, qui peut même conduire à des complications de type hydronéphrose chez certains patients, des cystites, alors comme un tableau de cystites, mais pas du tout infectieux, c'est vraiment une cystite inflammatoire. Il peut y avoir même des lésions granulomateuses des testicules, avec des testicules douloureux, chauds, inflammatoires, qui peuvent même mimer une torsion testiculaire. Et en fait, c'est purement inflammatoire et il faudra bien sûr traiter par des anti-inflammatoires. Alors, nous, on a de plus en plus de soucis avec des patients qui ont une atteinte pulmonaire spécifique qui n'est pas du tout liée à la présence d'agents infectieux, même si, même dans le tableau chez un patient qui a un tableau infectieux de pneumopathie, vous savez, dans la granulomatose septique chronique, on a beaucoup de mal à trouver le germe. Dans l'examen bactériologique des crachats, même dans le lavage broncho-alvéolaire, on a vraiment beaucoup de mal à trouver le germe. On pense que c'est parce qu'il est finalement ingéré par les macrophages, par les neutrophiles. Le processus de bactéricidie ne va pas évidemment jusqu'à son terme, mais en fait on ne trouve pas la culture du LBA n'est pas positive parce qu'il y a finalement peu de germes en extracellulaire et ils sont plutôt en intracellulaire. Voilà. Mais cette atteinte spécifique pulmonaire pose des problèmes pour pas mal de patients, surtout des jeunes adultes et des adultes un peu moins jeunes. Elle est essentiellement de deux types, granulomateuse, disons pure, multifocale, ou pneumopathie interstitielle, avec des patients qui peuvent avoir une insuffisance respiratoire. Ensuite, de manière plus anecdotique, entre guillemets, en termes de fréquence, mais pas forcément pour les patients, il y a des lésions des yeux, de la rétine, ou de la chambre antérieure, des infections cutanées, des manifestations inflammatoires cutanées avec un tableau de dermatose neutrophilique ou de pseudo-pyoderma gangrénosum, des manifestations plus, disons, de manifestations intéressant les internistes ou les rhumatologues, le lupus discoïde, des arthrites, des monoarthrites ou des oligoarthrites, voire même des polyarthrites, des lésions de vascularite, et même, au moins chez un patient qu'on a suivi à Necker, un tableau de dermatopolymyosite juvénile absolument typique, mais sur une CGD, sur une granulomatose septique chronique, qui était déjà diagnostiquée en fait, et c'est au cours de l'évolution qu'on a vu ça. Donc ça, ces manifestations, vous pouvez les avoir chez un patient qui vient chez vous pour une manifestation inflammatoire ou auto-immune, et il faut savoir donc penser à diagnostiquer un déficit immunitaire au sein desquels la granulomatose septique chronique, mais ça peut aussi émailler l'évolution d'un de vos patients qui peut présenter, malgré le fait qu'il est bien observant de son traitement essentiellement anti-infectieux, évidemment pas anti-inflammatoire en prévention primaire. On a donc deux tiers des patients CGD qu'on a dans notre file active qui a présenté au moins une manifestation, et les deux tiers de ces patients avaient une atteinte digestive au premier plan. Alors, il faut savoir qu'il peut y avoir des manifestations des tympans, du système nerveux central, et de toutes, j'ai mis des points de suspension, ça veut dire vraiment de tout organe potentiellement. Les vectrices, je dirais juste un petit mot là-dessus, les mères vectrices des formes liées à l'X évidemment, peuvent elles aussi avoir des manifestations inflammatoires, notamment un lupus discoïde. Ça, on estime que c'est à peu près 30% d'entre elles. Alors, voilà, ça c'est pour vous montrer, évidemment, je vais passer vite là-dessus, une lésion de granulome sur une biopsie intestinale, avec un zoom. Et ça montre, en général, on ne trouve pas d'agents infectieux, il faut bien sûr les chercher systématiquement, et l'anatomopathologiste nous dit que ça ressemble à un Crohn, et dans ce contexte-là, on a la possibilité, bien sûr, de prendre en charge ce patient en évitant les anti-infectieux, si le bilan infectieux qu'il faut systématiquement faire quand on explore une poussée inflammatoire, bien sûr, il ne faut jamais occulter le fait qu'il peut y avoir une infection concomitante, eh bien cela peut se traiter par des anti-inflammatoires, je reviendrai là-dessus après. Alors globalement, un tout petit mot de physiopathologie, notamment sur les lésions granulomateuses. Pourquoi est-ce que les granulomatoses septiques chroniques, les patients atteints de granulomatose septique chronique font des granulomes? D'abord, c'est dans le nom de la maladie, mais ça, c'est pas une bonne raison. Et on ne sait pas encore très très bien pourquoi. Alors, il y a plusieurs hypothèses.
D'abord, c'est un déficit immunitaire, il y a des agents infectieux. Qui dit agent infectieux dit réponse immunitaire, inflammatoire, et mauvaise réponse inflammatoire qui ne se termine pas complètement bien, potentiellement. Alors, avec le défaut d'élimination des agents infectieux peut probablement, au moins en partie, expliquer le fait qu'il y a des formations de granulomes et que ces granulomes peuvent perdurer s'il n'y a pas de traitement anti-infectieux. Donc ça peut justifier parfois un complément de traitement inflammatoire par un traitement anti-infectieux, au moins au début. Il y a aussi une mauvaise réponse inflammatoire avec la production altérée d'agents biochimiques avec des actions anti-inflammatoires comme l'IDO, mais aussi un déséquilibre sur des voies qui jouent un rôle important dans tout ce qui est réponse inflammatoire, comme la voie TH17. J'en rentrerai pas dans les détails maintenant, par défaut de temps. L'efferocytose, c'est un mécanisme très important pour la clearance des agents infectieux. On s'est bien montré maintenant qu'elle est altérée, liée au fait qu'il y a un défaut d'activation de l'agent pi par gamma, avec une persistance finalement de cette inflammation stérile. Et puis, nous on a une étude, tout à l'heure on évoquait le microbiote pour le DICV, on a aussi une étude en cours chez les patients qui ont une inflammation digestive et un déficit immunitaire, 3 d'entre eux, la CGD, le déficit en XIAP et le déficit en TTC7A. Ces 3 déficits donnent potentiellement, chez certains patients, un tableau inflammatoire digestif, et on s'est demandé si le microbiote intestinal pouvait être perturbé et pouvait expliquer cela. Alors, on n'a pas encore les résultats de cette étude, puisque le recrutement n'est pas tout à fait fini encore actuellement, mais il y a une équipe du NIH qui vient de publier, là, il y a quelques semaines, un papier dans un modèle murin, je crois que c'est des souris mutées en P47, chez lesquelles ils provoquent, il y a une inflammation digestive qui est provoquée, et chez lesquelles en fait ils ont montré que c'était effectivement très probable que dans ces souris, le microbiote joue un rôle tout à fait central et indépendant d'autres facteurs dans le développement ou pas de manifestations inflammatoires dans ces souris. Et ce microbiote altéré peut être présent dès la naissance chez les souris. Donc ça suggère que chez les patients, il puisse y avoir un rôle au moins partiel d'un microbiote altéré là-dedans, donc à suivre, je pense, sur ce plan-là, et peut-être qu'on rajoutera certains antibiotiques ou certains probiotiques dans la prise en charge thérapeutique préventive ou au moins curative de ces formes inflammatoires. Alors justement, sur le plan prise en charge thérapeutique, on a bien dit, d'accord, qu'on a éliminé un processus infectieux concomitant, qu'on est sur une forme a priori purement, disons, stérile, inflammatoire pure. Le premier traitement qui marche vraiment très bien est la cortisone, les corticostéroïdes. Alors, évidemment, il faut faire un traitement court. La dose n'est pas nécessairement très forte au début. En général, on va utiliser 1 mg kilo per os, s'il n'y a pas de perturbation digestive extrêmement importante et que ça ne nécessite pas une hospitalisation et un traitement parentéral. Évidemment, il y a une majoration du risque infectieux, donc il faut bien s'assurer que le Bactrim et le Sporanox sont bien pris, donc faire des dosages de taux résiduel d'itraconazole, et surveiller le risque infectieux pendant ce temps-là. Toutes les localisations ne sont pas... on n'a pas une efficacité identique pour toutes les localisations, mais même sur les formes chroniques, le sténose du pylore par exemple, une petite dose de quelques jours peut suffire pour lever les symptômes, ou sur une cystite granulomateuse, ça peut aussi très bien marcher. Alors, j'ai oublié de dire que dans certains cas, je l'ai dit tout à l'heure, mais je le redis maintenant dans le chapitre thérapeutique, c'est que toutes les manifestations inflammatoires ne nécessitent pas absolument de traitement. Il y a des formes de poussées inflammatoires, y compris de diarrhée ou de cystite, qui ne nécessitent pas de traitement. Donc dans ce cas-là, il faut peut-être attendre quelques jours. Je pense que les patients viennent nous voir déjà quand ça fait plusieurs jours que ça évolue. Donc c'est plutôt à ce moment-là, c'est plutôt là qu'il faut mettre un traitement, et plutôt un traitement relativement avoir la main relativement mesurée et pas la main lourde. Alors, quand il y a des rechutes, ce qu'on peut proposer, ou éventuellement en prophylaxie secondaire avant la deuxième rechute, c'est l'hydroxychloroquine, c'est-à-dire le plaquenil. Ça peut marcher.
chez certains patients. J'ai pas de recommandation particulière. C'est pas je l'ai essayé chez certains patients qui ont pu avoir pendant plusieurs mois une stabilité, puis qui ont rechuté. Alors voilà, est-ce que c'est est-ce que sans Plaquenil ils auraient tenu moins longtemps ou autant? En réalité, il n'y a pas d'études qui nous permettent de trancher. Mais enfin, c'est pas un médicament qui pose de problèmes particuliers en dehors de la surveillance oculaire, bien sûr, que vous connaissez. Alors, l'aziathoprine, l'Immurel, en relais de la corticothérapie pour un traitement de maintenance. Ça marche bien dans les manifestations coliques, ça a été évoqué bien sûr ce matin. En cas de corticodépendance ou résistance, à une dose classique de 2-3 mg par kilo et par jour, Péros, ça marche bien. Alors, après, on passe à des médicaments un peu plus récents, les anti-TNF. Alors, il y a un papier du NIH sur 5 cas où en fait ils disent finalement nous on a eu des problèmes infectieux notamment avec des décès, donc on recommande de ne pas utiliser les anti-TNF et nous en fait on a une expérience complètement différente puisqu'on a maintenant quasiment 25 patients qui ont reçu des anti-TNF, on n'a eu aucune complication particulière, aucun décès a fortiori. Donc on est en train de reprendre ces cas-là et on a plutôt un message contraire. Voilà, donc la thalidomide, alors ça je pense qu'il n'y a pas beaucoup et nos collègues du NIH n'avaient pas l'expérience avant qu'on publie cette petite série de 8 patients en 2013 sur un premier cas déjà en 2009. La thalidomide, ça a aussi un effet anti-TNF et c'est vraiment en cas de non-efficacité de toutes les lignes précédentes et ça, sur les 8 patients qu'on a traités et puis quelques-uns publiés dans la publication et quelques-uns depuis, ils avaient tous des formes particulièrement sévères, pulmonaires, urogénitales, digestives, et tous ont répondu avec une rémission complète pour la plupart d'entre eux, rémission partielle pour certains, mais prolongée pour tous, avec une non-rechute aux dernières nouvelles. Donc c'est plutôt un bon traitement. Mais enfin, encore une fois, c'est pas du tout le traitement d'épreuve, puisque c'est que dans les formes résistantes. Alors après, on en vient au traitement, disons, curatif de la pathologie, parce que l'indication de la greffe, l'allogreffe de cellules souches hématopoïétiques, classiquement, c'est surtout les patients qui font des infections graves. Mais en réalité, maintenant, on a aussi des patients qui, sous une prophylaxie anti-infectieuse qui est bien prise, hein, on surveille, ils n'ont pas de complications infectieuses particulières, mais ils commencent à développer des formes inflammatoires, et des formes inflammatoires qui posent problème, digestives essentiellement, eh bien on s'est mis finalement à greffer ces patients-là, pour cette raison-là, pour cette indication purement, et c'est, comme vous le savez, maintenant avec les progrès des protocoles d'allogreffe de cellules souches hématopoïétiques, les conditionnements pré-greffe, les soins de support, on a maintenant une espérance, une survie qui est vraiment meilleure, y compris avec des donneurs qui ne sont pas 100% compatibles, notamment dans le papier du Lancet en 2014 avec cette étude internationale multicentrique rétrospective sur 57 patients. Donc vous verrez dans ce papier-là, ils décrivent très bien les indications de greffe, et il y avait énormément alors c'est beaucoup d'adultes d'ailleurs, de manière très intéressante. Beaucoup de patients avaient des manifestations infectieuses et ou inflammatoires extrêmement sévères, et la survie est de 95%. Donc c'est des patients qu'on n'aurait jamais greffés 10 ans avant. Vous voyez, on a vraiment une porte ouverte maintenant pour proposer un traitement curatif chez des patients très, très sévèrement atteints. Évidemment, comme ça a été évoqué ce matin, la thérapie génique, bon, c'est un traitement encore tout à fait expérimental. On recrute des patients à Necker, comme dans d'autres centres en Europe et aux États-Unis, pour des manifestations d'abord infectieuses, mais souvent il y a une note inflammatoire également. Voilà. Alors, quid du devenir adulte de ces patients qui ont été diagnostiqués dans l'enfance? On parlait hier de transition de la pédiatrie vers la médecine adulte, on l'a évoqué un petit peu ce matin à la pause. Et en fait, c'est une question qui est extrêmement importante. Ces patients continuent, après l'âge de 16 ans, à développer des manifestations d'abord infectieuses. Donc ça, c'est très important. C'est la courbe en trait plein, noir, la courbe de survie sans infection. Donc vous voyez que quasiment aucun patient ne se retrouve sans infection, enfin c'est pas quasiment, c'est aucun, sur une population qui n'est pas notée ici au départ, d'une série rétrospective de 83 patients.
Et c'est pareil pour l'inflammation, sauf que c'est décalé dans le temps de quelques dizaines d'années pour certains patients. Donc c'est un message important à vous faire retenir, je crois, c'est que il n'y a pas d'âge pour faire une infection dans la granulomatose septique chronique, une première infection, parce qu'après ils continuent à en faire. Ça c'est la première infection ou la première inflammation, ça ne veut pas dire qu'ils n'en font plus après, évidemment. Donc quasiment tous les patients vont faire une complication inflammatoire qui peut survenir même à l'âge de 30 ans, 35 ans, 40 ans. Je voulais juste revenir un tout petit peu sur le côté infectieux, parce que quand même ça nous préoccupe toujours de traiter par des anti-inflammatoires des patients qui ont un déficit immunitaire, parce que le risque infectieux est accru. Et en réalité, même avec les techniques modernes de séquençage haut débit, on trouvait pas d'agents infectieux, on a aussi recruté pas mal de patients dans un protocole, et il y a eu un papier que j'ai trouvé très intéressant qui a été publié en 2013. Vous savez, ces lésions rétiniennes, quand on fait un fond d'œil de patients avec des CGD, je crois que c'est 10 à 20% de ces patients, ils ont finalement des lésions rétiniennes. Et on s'est toujours dit que c'était plutôt inflammatoire, et en réalité, il y a du matériel génétique bactérien dans ces lésions-là, détectées par ces techniques maintenant de séquençage au débit. Et on retrouve ça aussi chez les femmes vectrices. Donc c'est probablement au moins au départ avec un mécanisme déclenchant un trigger infectieux. Encore une fois, c'est pas complètement prouvé, puisque c'est du matériel génétique présent, ce qui ne veut pas forcément dire que c'est absolument causal. Et puis, on ne sait pas si également le mécanisme d'hypertension artérielle pulmonaire qu'on voit dans la CGD n'est pas complètement aussi soit purement inflammatoire ou associé à des manifestations infectieuses au départ. Donc, je pense que pour les adultes, la question, je ne sais pas s'il y a des pneumologues là aujourd'hui dans la salle parmi vous, on a parlé de collègues de pneumologie, mais je ne sais pas s'il y a des pneumologues là, mais en tout cas, vraiment, pour nous qui prenons en charge les patients avec une CGD, l'aspect pulmonaire doit être extrêmement bien suivi, un monitoring très, très important au niveau pulmonaire avec essentiellement des tests fonctionnels et une imagerie scannographique évidemment mesurée doit être réalisée parce qu'il y a parfois des complications qu'on détectera alors que les patients sont asymptomatiques et il faut bien sûr les prendre en charge très très tôt. Et je l'ai évoqué juste avant, ce n'est plus une maladie purement pédiatrique, d'abord parce qu'ils passent en médecine adulte et qu'ils posent des problèmes tout à fait particuliers, les poumons entre autres, mais aussi parce qu'on on diagnostique quand on les cherche bien des patients à l'âge adulte. Voilà. Alors, je vais passer là-dessus. Ça, c'était aussi dans la série des jeunes adultes. Je vais revenir à peine là-dessus, juste pour vous rappeler que peut-être à l'avenir, si vous avez, vous, des patients qui ont des manifestations inflammatoires de CGD extrêmement invalidantes, pénibles, qui altèrent la qualité de vie ou qui s'associent à des complications, pensez peut-être que il faut discuter de l'allogreffe de cellules souches hématopoïétiques pour eux, parce que voilà, les résultats, et ça c'est rétrospectif, et ça ne prend pas compte pas totalement compte des dernières données dont je vous ai parlé avec un taux de survie de 95%, puisque vous voyez que ça remonte à 1968, c'est la première greffe en Europe, enfin même dans le monde, en 1968 jusqu'à 2015, dans le registre dont je m'occupe, qui reprend tous les cas de greffe de moelle osseuse en Europe pour un déficit immunitaire. Et vous voyez que c'est les pathologies phagocytaires, où il y a les CGD, mais aussi les neutropénies, mais c'est essentiellement les CGD en nombre, qui ont la meilleure survie sur cette série-là. Donc, je vous ai dit, avec un taux actuel de 95%, on a vraiment de très bons résultats. Si vous référez à ce papier qu'on a publié il n'y a pas très longtemps, qui reprend tout à fait la thématique que je viens de vous traiter, vous aurez ces éléments clés ici. Et si vous voulez, vous pouvez vous reporter à la série Necker qu'on a publiée là, en 2014 dans JACI, et puis la revue qu'on a écrite juste après, qui est sortie en juin, et qui reprend qui donne des guidelines pour le diagnostic et pour la prise en charge thérapeutique. Voilà, je vous remercie.